Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui je vais faire quelque chose qu'on me demande très souvent depuis que ma chaîne a commencé à parler de South Park, soit maintenant quasiment 3 ans, c'est-à-dire que je vais vous livrer mon top de mes épisodes préférés de la série. Alors peut-être que vous avez déjà vu la vidéo du chef Otaku sur le même sujet, et il faut savoir qu'à la base j'étais parti pour écrire un top 10 de mes épisodes préférés. Mais tout comme lui, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que c'était trop peu. Du coup, j'en suis arrivé à 15 et c'était déjà abominable de faire cette liste. Ah non mais je vous jure, essayez! Au début, je m'étais dit que ouais, se limiter à 10, c'est pas si compliqué. Mais quand je suis arrivé avec ma liste de plus de 30 épisodes et que j'avais envie de parler de chacun d'entre eux, bah j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il fallait défricher tout ça. Donc évidemment, mon classement se base sur les 22 saisons de la série diffusées jusqu'à aujourd'hui, donc si vous voyez cette vidéo dans le futur, peut-être que les résultats seront un peu faussés, mais de toute façon, autant je connaissais mon numéro 1 et à la limite les quelques suivants, autant entre le numéro 15 et le numéro 7 par exemple, il y a que très peu de choses qui les différencient dans mon cœur. Donc c'est un classement qui peut aussi très bien fluctuer en fonction de mon humeur, mais je pense que j'ai réussi à faire un choix fidèle à ce que je pense vraiment. Et bien sûr, ça fait partie des banalités, mais c'est bien un top personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes choix, et j'imagine que ce sera le cas pour beaucoup, et bah c'est totalement normal. D'ailleurs, si vous voulez tenter l'expérience, ce serait très intéressant de mettre votre top personnel dans les commentaires, et qui sait, je pourrais même peut-être faire une vidéo retour sur vos épisodes favoris. Bon allez, sur ce, vous n'attendez qu'une chose, c'est parti pour la vidéo que vous m'avez le plus demandé. Numéro 15, l'épisode de Butters, saison 5, épisode 14. Alors on commence tout de suite avec un épisode simple, mais vraiment sympa. Butters découvre en surveillant son père que celui-ci fréquente des endroits pas vraiment adaptés à un homme marié qui s'apprête à fêter son anniversaire de mariage tel que lui. Enfin, ça il le comprend pas, mais sa mère par contre oui, et donc elle va tout simplement essayer de tuer son fils pour ensuite s'enlever sa propre vie, histoire de se venger un peu de son mari. Sauf que vous vous en doutez, Butters survit et vit des aventures de son côté, tout comme les parents qui vont devoir s'expliquer. Si cet épisode est à cette place, c'est parce qu'il est vraiment cool, autant drôle que tragique par moments, même s'il n'arrive quand même pas au niveau des suivants dans mes favoris. L'épisode de Butters se concentre comme son nom l'indique sur le petit blondinet qu'on aime tous, et c'est surtout ça qui le fait davantage sortir du lot. Le personnage était en train de prendre une place de plus en plus importante dans la série, et il lui fallait un bon épisode d'introduction pour ce qu'allait lui arriver la saison suivante. C'est donc dans un contexte assez spécial que cet épisode est arrivé, un épisode final qui faisait le lien entre le triste épisode Kenny Summer et une des saisons les plus drôles où il allait remplacer l'enfant en anorak pendant une bonne partie de l'année d'après. C'est d'ailleurs à partir de là où le personnage va prendre une place bien plus centrale dans la série. Enfin bref, c'est dommage de ne pas voir beaucoup plus de personnages, surtout que Butters se mélange très bien avec les autres enfants, mais c'est aussi sa force puisqu'un épisode full Butters, bah forcément ça peut donner que du très bon. Puis rien que cette musique quoi. Petit bonhomme qui rit même de ses malheurs, petit bonhomme toujours de bonne humeur, petit bonhomme avec un gros comme ça, ce petit bonhomme c'est Butters, ouais c'est moi. Numéro 14, Génialo, saison 8, épisode 5. Et bah justement, quand je parlais d'épisodes où Butters se mélange avec les autres, c'est par exemple de ça que je parlais, puisque Génialo met en scène Butters accompagné d'Eric Cartman, et c'est dans cette situation qu'il dévoile son véritable potentiel. Le jeune Stotch reçoit un colis en provenance directe du Japon contenant le Génialo 4000, un super robot utilitaire là pour lui simplifier la vie. Enfin, c'est le seul à ne pas se rendre compte que c'est en fait Eric déguisé pour lui faire un sale coup. Sauf que la blague continue bien plus loin que ce qui était prévu à la base par le petit gros, et c'est peut-être même finalement lui qui va se retrouver dans une situation plus critique que le blondinet au final. Alors pourquoi il est si cool? Eh ben, c'est tout simplement un épisode sur Cartman et Butters. Bien sûr que c'est devenu un épisode culte. C'est avant tout la dynamique de duo entre les deux qui porte l'épisode, mais pas que. Rien que le scénario évolue vers certaines sphères assez inattendues, et ce qui débute avec un pitch plutôt simple et enfantin nous réserve de très bons moments de gag, de parodie, et notamment une totale vengeance de Butters sur Eric, ce qui est assez rare pour le faire remarquer. Enfin, c'est même un épisode où Butters domine pendant quasi tout le long, et c'est le harceleur qui se retrouve finalement harcelé. Et ça fait plaisir de temps en temps. Sans oublier, encore une fois, cette musique. Hey there, have you heard about my robot friend? He's metal and small and doesn't judge me at all. He's a cyberwire bundle of joy, my robot friend. Numéro 13, Les Rouquins, saison 9, épisode 11. Encore un grand classique celui-là. Cartman est plus virulent que jamais en ce qui concerne les rouquins et il monte même un exposé complet pour montrer à quel point ils sont dégueulasses. C'est aussi en partie pour dénigrer Kyle qui est partiellement l'un des leurs. Lorsque tous les
où les rouquins sont exclus de la cantine et martyrisés dans toute l'école, Stan, Kyle et Kenny décident de se venger auprès de l'instigateur de toute cette histoire en le faisant récolter ce qu'il a lui-même semé, donc en teignant les cheveux de Cartman en orange pendant son sommeil. Mais là où il aurait dû comprendre la leçon, celui-ci va plutôt retourner sa veste et se pensant à présent véritable rouquin, il va se forger une armée capable d'ériger la rouquinitude comme race dominante, et il est d'ailleurs bien parti pour arriver à ses fins. Trop de choses épiques dans cet épisode. Déjà, la scène de l'exposé qui est putain d'hilarante, ou encore celle où les enfants rouquins sont montrés de nuit comme des monstres hyper creepy avec une vraie tension dans la mise en scène. C'est d'ailleurs pour info cet épisode qui a directement engendré cette vidéo ultra connue sur internet depuis bientôt 10 ans. Donc il est super déjà dans sa forme avec toutes ces scènes et ces gags cultes bien souvent à l'égard des roux, faut le reconnaître, mais son fond n'est pas laissé de côté non plus. Sous couvert de parler de la discrimination des rouquins, l'épisode aborde surtout tout type de discrimination et surtout comment un leader charismatique tel que Cartman peut convaincre n'importe quelle audience crédule de faire tout et n'importe quoi en fonction de ses propres intérêts. Tout ce qui peut lui être bénéfique, il le fait, allant même jusqu'à faire l'opposé de ce qu'il disait la veille en poignardant ceux qui étaient dans son camp quelques heures auparavant. Puisque oui, c'est vraiment Cartman qui est jouissif ici, que ce soit avant ou après sa transformation. Puis l'idée vient à la base de Trey Parker qui voulait parler des rouquins depuis longtemps. Et c'est vrai qu'avec ce sujet, il y avait moyen de donner un épisode excellent. Et aussi terrifiant. Numéro 12, Casa Bonita, saison 7, épisode 11. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Genialo? Et bah là vous pouvez tout reprendre, puisque c'est encore un épisode sur Cartman et Butters, le plus culte de tous qui plus est. Kyle est autorisé à inviter 3 amis pour fêter son anniversaire au super restaurant Casa Bonita. Il choisit donc évidemment Stan, Kenny et Butters. Bah oui, Cartman a toujours été un connard avec lui, donc il a aucune raison de l'inviter. Sauf que, Eric voudrait aller à Casa Bonita, et il va donc tout faire pour se libérer une place, et bien entendu, celui qui va trinquer dans l'histoire, c'est Butters. Du coup, j'ai pas grand chose à dire sur Casa Bonita, c'est comme pour Genialo, un super moment entre Cartman et Butters. Pour le coup, contrairement à Genialo, c'est clairement Butters qui s'en prend plein la gueule ce coup-ci. Il est toujours aussi naïf et même s'il savait déjà que Eric pouvait être fourbe, il ne pensait pas que c'était au point de lui faire croire à la fin du monde dans le seul but d'aller à son restaurant. Cet épisode nous montre une fois de plus de quoi il est capable lorsqu'il s'agit d'arriver à ses fins, et Butters va l'apprendre à ses dépens. On a d'excellents gags, des moments presque touchants quand Butters croit vraiment ce que lui dit Eric, et puis surtout c'est du très bon Cartman. D'ailleurs tous les personnages sont fidèles à eux-mêmes, et c'est ce qui se rapproche le plus à mon sens des épisodes parfaits. Ah non mais je suis sérieux, je parle d'épisodes parfaits, mais c'est justement en me disant qu'il est que 12ème que je m'étonne qu'il soit pas classé plus haut. C'est pour dire à quel point tous les épisodes de ce classement sont vraiment importants pour moi. Puis c'est aussi dans cet épisode qu'on retrouve un flashback assez exhaustif de toutes les insultes antisémites du petit gros envers Kyle dans les saisons précédentes. Et c'est toujours marrant à voir. Numéro 11, État du trou du cul cynique et Chias Burger, saison 15, épisodes 7 et 8. Alors, j'ai dit épisodes 7 et 8, et oui parce que c'est une duologie, donc c'est 2 épisodes, mais ça compte bien pour un. Eh oui. Ces deux-là sont les plus récents du top, puisque oui, il y a énormément d'épisodes des dernières saisons qui sont juste excellents. Mais le fait est que j'ai bien plus d'accroche avec les épisodes plus anciens. Puis je dis récents, mais au final ils sont sortis en 2011, donc c'est quand même pas tout jeune. Et de plus, j'ai pas choisi les épisodes les plus drôles. À la fête de son 10e anniversaire, Stan reçoit par Kyle le dernier CD d'un groupe de Twin Wave, ce que Sharon n'accepte pas. C'est là qu'on se rend compte d'un fait apparent. Là où les enfants et adolescents aiment cette musique, les adultes l'entendent comme de la merde, et vice versa avec les musiques plus anciennes que les enfants trouvent à chier. Randy va se voiler la face en se forçant à écouter de la Twin Wave pour ne pas être ringard, alors que Stan va vite commencer à trouver que tout ce qu'il aimait dans ce monde ne lui semble plus qu'être de la merde dorénavant. Alors quand je dis que ce ne sont pas les plus drôles, ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas, loin de là, mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'ils sont classés là. On y rigole, mais ils sont surtout mélancoliques et profondément cyniques. Déjà, ils ont suscité quelques controverses en sortant. Pas au niveau de certaines dont on parlera après, mais surtout au niveau des fans. Quand État du trou du cul cynique a été diffusé, certains l'ont vu comme une métaphore d'un ras-le-bol des créateurs vis-à-vis de la série. Et d'autres se sont même demandé si ce n'était pas un potentiel final à South Park. Et le truc, c'est que oui, ces épisodes peuvent être compris comme ça. Même si ça se concentre surtout sur les changements dans la vie de Stan et aussi un peu sur l'alcoolisme dans Chias Burger. Les montages finaux des 2 épisodes sont excellents, surtout celui du premier qui montre vraiment à quel point tout va mal dans la vie de Stan et le cynisme remonte encore d'un cran lorsque Stanley apprend une morale qui se voit finalement brisée par le retour au status quo de fin d'épisode. C'est en fin de compte un épisode où si Parker et Stone le voulaient, on aurait pu dire au revoir à Stan, et même à Randy. Pareil pour ce dernier.
Même s'il fait le con comme souvent, c'est aussi mis en relation avec toutes les autres lubies qu'il a eues dans le passé, et ça vient davantage renforcer le personnage de Randy, je trouve. Surtout que même si ce coup-ci ça s'est bien fini, il y a eu une rupture loin d'être négligeable. Le titre VO de État du trou du cul cynique est Yo Getting Old, ce qui insiste donc plus sur cette idée de grandir, et c'est de ça que parlent vraiment ces épisodes. Autant certains peuvent sans problème s'apprécier sans comprendre leur sens, mais pour ces épisodes, ça devient vraiment grandiose en comprenant où ça veut en venir. Non, parce que c'est vrai que le caca c'est drôle, mais si c'était juste ça, je l'aurais pas placé si haut, vous vous en doutez. Puis de plus, c'est une duologie qui se concentre sur Stan, et rien que pour ça, ce sont vraiment deux très bons épisodes, même si c'est vrai que si je devais expliquer ces deux-là en un mot, ce serait à mon avis cynique. Numéro 10, Piégé dans le placard, saison 9, épisode 12. Et bah, entre la duologie de juste avant et celui-là, je me tape pas les plus simples à aborder. Pour l'instant, on a décortiqué pas mal d'épisodes marrants, et on n'a pas fini d'en parler, parce que c'est un des points que j'aime le plus dans South Park. Mais celui-là, il est pas là pour l'humour. C'est un cas un peu spécial. Oui, il a des moments marrants, bien sûr, mais ce que j'adore le plus avec Piégé dans le placard, c'est son aspect politique. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que South Park allie brillamment humour et politique, et justement ce dernier point est vraiment bien développé dans celui-ci. Stan se voit effectuer par hasard un test gratuit de personnalité par des scientologues et les résultats sont sans appel, il n'est pas heureux dans sa vie. Mais c'est après avoir payé 240 $ et fait un test plus précis qu'on apprend que Stan serait en fait la réincarnation du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard. Accueilli donc comme le messie par tous les scientologues qui veulent être guidés par la réincarnation d'L. Ron, il va tomber sur Tom Cruise dans sa chambre et celui-ci va s'enfermer dans le placard après avoir entendu de la bouche de son prophète que son jeu d'acteur était juste ok. Les célébrités vont se succéder pour essayer de faire sortir Cruise du placard et pendant ce temps Stan va apprendre les lourds secrets qui pèsent sur la scientologie. Parker et Stone avaient déjà voulu parler de scientologie avant, mais ils avaient dû contourner le sujet vu qu'Isaac Hayes, la voix originale de Chef étant lui-même un membre important de l'église de scientologie, s'y opposait. C'est notamment pour ça qu'on a eu le droit à la Blaine-tologie de David Blaine dans l'épisode Les Super Meilleurs Potes, puisque c'était évidemment une référence claire à la scientologie, même si ce n'est pas dit clairement dans l'épisode. Piégé dans le placard est sans conteste l'épisode le plus controversé de la série puisqu'il a beaucoup fait parler de lui. Et c'est maintenant qu'on va aborder le fameux Closet Gate. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous connaissez bien la série, que le personnage de Jerome McElroy aka Chef a disparu de la série depuis maintenant plus de 10 ans dans le premier épisode de la 10e saison, soit 2 épisodes après celui dont il est question maintenant. Comme expliqué plus tôt, c'est à cause de l'acteur l'incarnant qui a quitté la série après la diffusion d'un tel épisode descendant allègrement ses croyances, mais de toute façon il est mort peu après, donc repose en paix à Isaac Hayes, je reparlerai plus en détail de cette histoire un jour dans une autre vidéo. Cet épisode nous a donc quand même enlevé un personnage cher à nos cœurs tellement il est allé là où il n'aurait pas dû, ça en devient presque génial. Il critique des célébrités à tour de bras, que ce soit bien sûr Tom Cruise qui refuse aussi physiquement que métaphoriquement de sortir du placard, ou même encore John Travolta et R. Kelly. C'est avec cet épisode que j'ai vraiment compris ce qu'était la scientologie, puisqu'avant j'en avais au final qu'une idée assez vague. Et putain, j'ai pas été déçu. Il faut dire que même sans faire de blague, la réalité sur cette croyance est tellement perchée qu'ils ont été obligés de mettre une mention, c'est vraiment ce que croient les scientologues. C'est pour dire. Et oui, si la mention a été ajoutée, c'est parce que déjà, pour tout sur les Mormons, certains croyaient que ce qui était raconté était fantasmé. Alors que non, c'était bel et bien l'histoire de la religion mormone. Alors là, pour la scientologie, si on n'avait pas eu le message, on n'aurait jamais pu croire que tout ce bordel est vraiment basé sur un essai de science-fiction raté. Non mais c'est vrai quoi, les tests de personnalité, les niveaux de Tétan ou encore l'empire galactique du seigneur Xenu, bah j'avoue que comme ça c'est dur à croire. Et c'est d'autant plus absurde que des milliers d'Américains croient toutes ces histoires. Quand je pense à Piégé dans le placard, je pense à la solide paire de couilles que se trimballe la série qui n'a pas peur de critiquer, quitte à ce que l'épisode ne soit pas diffusé sur certaines chaînes. Il y a aussi l'histoire des créateurs qui ont été pistés par des détectives engagés par la scientologie après la diffusion de l'épisode, mais même sans aller jusqu'à ce que cet épisode a entraîné, en lui-même il est déjà génial, et pour terminer mon avis et expliquer ce que je pense, je vais finir en parlant de son ending. Alors quand je parle d'ending, je mets dans le même panier le discours de Stan qui appelle ouvertement l'église de scientologie à porter plainte contre la série, montrant que les scénaristes n'ont pas peur des menaces des scientologues, et le générique de fin où tous les noms du staff ont été remplacés par Jane et John Smith. Ah, y a pas à dire, c'est aussi pour ça que j'aime South Park. Numéro 9, Make Love Not Warcraft, saison 10, épisode 8. Ah voilà enfin un épisode qui va rehausser l'humour, parce que les deux derniers étaient un peu déprimants quand on y pense. Et celui-ci c'est un des quelques épisodes de la série qui ont reçu un Emmy Award,
Et je comprends pourquoi. Les enfants se mettent à jouer au jeu World of Warcraft, mais leur amusement va vite être ruiné lorsqu'un personnage beaucoup trop puissant commence à semer la dévastation dans tout le jeu, étant même capable de tuer les administrateurs. Ils vont donc devoir trouver un moyen de battre cet être qui n'a pas de vie, quitte à même sacrifier la leur. Puis il y a Randy aussi. Alors pourquoi cet épisode est si génial? Bah ça va être court. C'est juste Make Love Not Warcraft, un des épisodes les plus délirants de la série entière. Ça arrive à parler de WoW tout en connaissant le sujet, ce qui fait quand même bien plaisir, et c'est un des nombreux exemples où les animateurs aidés du staff de Blizzard ont fait un boulot de fou en réussissant à animer en une semaine un épisode qui est composé en grande partie de scènes tirées directement du jeu. Façon machinima. Puis certaines scènes sont juste cultes. Randy est extraordinaire, pareil pour le gros nerd qu'on appellera soit Leroy, soit... bah, je vous laisse le prononcer. Et puis rien que les enfants du quatuor principal qui deviennent obèses et perdent peu à peu leur vie au fur et à mesure qu'ils abattent des sangliers dans un montage légendaire sous fond de Live to Win, c'est juste incroyable. Et bien sûr, Cartman plus imposant que jamais qui chie sur sa mère tout en sauvant le monde de Warcraft. Rien qu'avec cette scène, l'épisode méritait clairement son Emmy Award. Numéro 8, Cartoon Wars, saison 10, épisodes 3 et 4. Encore une duologie ce coup-ci, et pas des moindres. Si Cartoon Wars fait partie des épisodes préférés des fans, c'est pas pour rien. Et puis, même sans spoiler certains éléments, le synopsis suffit déjà à comprendre toute la magie derrière ces épisodes. C'est la panique générale à South Park lorsqu'il est annoncé que la série d'animation Family Guy s'apprête à diffuser un nouvel épisode qui comportera le prophète de la religion musulmane Mahomet, ce qui annonce donc de potentiels attentats terroristes pour les Américains vu les réactions des musulmans extrémistes lorsque celui-ci est représenté. L'image du prophète est finalement censurée, mais ce n'était en fait que la première partie d'un double épisode qui sera diffusé sans faute et sans censure. Pendant que les Américains s'enterrent tous la tête dans le sable afin de ne pas regarder l'épisode, Cartman et Kyle, qui ont chacun leur avis sur la série, vont devoir se rendre directement au bureau de la Fox dans le but d'empêcher la diffusion du fameux épisode. Ces deux épisodes sont déjà importants dans leur sens. Bien sûr, ils parlent surtout de la liberté d'expression, et c'est fait de manière tellement juste et drôle que c'en est même admirable. Avec Cartoon Wars, Parker et Stone, et même toute la team de scénaristes, parce qu'on a tendance à les oublier assez souvent, déclarent qu'en cédant aux menaces d'attentats terroristes, c'est une preuve de lâcheté morale, et que c'est justement cette censure qui permet au terrorisme de fonctionner, comme le dit si bien Kyle. Et ce qui vient davantage confirmer leur pensée, c'est que Cartoon Wars partie 2 a bel et bien été censuré par la chaîne qui diffuse South Park. Oui, parce que vous aviez peut-être pensé que c'était une blague de l'épisode, mais le carton qui apparaît disant que Comedy Central refuse de diffuser l'image de Mahomet a bien été ajouté par la chaîne, puisque la séquence avait été animée et c'est Comedy Central qui a quand même décidé de la couper. Comme quoi, Parker et Stone avaient bel et bien raison, sachant que même avec une semaine de plus, ils n'ont pas réussi à convaincre la chaîne. Et ce qui est d'autant plus hilarant par rapport à toute cette histoire, c'est que Mahomet a déjà été diffusé avant, dans Les Super Meilleurs Potes, et décidément c'est la deuxième fois que je cite cet épisode, où Mahomet est présent aux côtés de tous les leaders des principales religions, et à cette époque, tout le monde s'en foutait, alors que maintenant, pour des conditions similaires, on censure un épisode. Puis je suis obligé d'en parler, il y a quand même Bart Simpson qui s'allie avec Eric Cartman dans ces épisodes. Et juste ça, c'est déjà fou. D'ailleurs, je vous conseille vivement l'épisode en VF, puisqu'on y retrouve justement les voix françaises de Peter Griffin et de Bart. Enfin, la voix qu'avait Bart à l'époque. Et pour conclure en beauté, la fin de l'épisode avec la vengeance d'Al-Qaïda fait clairement partie de mes scènes préférées de la série, puisqu'elle est aussi étonnante que très drôle. Donc oui, j'adore les duologies, mais ce que j'aime encore plus c'est numéro 7, la trilogie d'Imagination Land, saison 11, épisodes 10, 11 et 12. Parce que 2 épisodes c'est bien, mais 3 épisodes c'est mieux, cela étant en plus particulièrement culte de par leur succès critique et même l'audience qui était une des meilleures de la série. Cartman jure avoir aperçu un léprechaun dans les bois, ce que bien sûr Kyle ne croit pas, et ils font donc un pari qui dans le cas d'une victoire d'Eric équivaudrait à ce que Kyle lui suce les couilles. Contre toute attente, les enfants arrivent bel et bien à capturer le léprechaun et celui-ci s'échappe en leur disant être un messager annonçant un attentat terroriste imminent. Suite à la proposition d'un étrange personnage, les enfants se retrouvent ensuite dans le monde d'Imagination Land, là où tout ce qui est issu de l'imagination est réel. Cependant, Imagination Land est attaqué comme devait l'avertir le léprechaun, et dans la panique, Butter se retrouve coincé là-bas. Il va donc devoir survivre à l'attaque terroriste, bloqué dans cet autre monde, pendant que le gouvernement américain essaiera d'ouvrir un portail amenant à l'imagination
et que Cartman sera bien décidé à faire en sorte que Kyle s'occupe de ce qui était convenu. Alors déjà, ce qui saute aux yeux dans cet épisode, c'est d'abord son message. C'est assez clair, mais c'est aussi un bon message qui se tient, à savoir que les terroristes ont attaqué et pris le contrôle avec succès de notre imagination. Au sens figuré, bien sûr. Mais ce qui est aussi super, c'est bien sûr le concept du monde d'Imagination Land et de tous les personnages référentiels que l'on peut y trouver. Bon, c'est bien sûr que des persos sans problème légaux, souvent tombés dans le domaine public, et pour être sûr d'être safe, on n'a pas vraiment de catchphrase ou de particularité des personnages. Par exemple, Freddy est utilisé que pour son image, il ne voyage pas dans les rêves. Enfin, du moins dans cet épisode-là. La scène avec les apparitions et les parodies des différents réalisateurs hollywoodiens était vraiment chouette, mais ce que j'ai bien sûr préféré, c'est tous les aspects gore dans ce qui n'est pas censé l'être. Par exemple, Ronald McDonald tenant son bras arraché, ou encore certains des personnages démoniaques comme... Ah non, ça spoil, mais vous savez très bien de qui je veux parler. Et puis bon, toute l'histoire de Cartman qui va poursuivre Kyle jusqu'au bout pour enfin avoir droit à son suçage de couilles... Bah c'est putain d'épique. Au final, c'est une trilogie intelligente, inventive, drôle, et avec pas mal de grands moments qui resteront dans les mémoires des fans pendant longtemps. C'est avec ce genre de pépites qu'on comprend que South Park n'est pas seulement une série sympa, c'est surtout une brillante satire de la société. Et puis, c'est pas pour rien que la trilogie a eu le droit à un DVD avec un remontage au format film. Les créateurs ont un temps songé à ce que la série s'arrête là-dessus. Et même si je suis bien content que ça n'ait pas été le cas, je serais plus que ravi si les derniers épisodes pouvaient être de cette qualité. Imagination Land dans son ensemble a eu le droit à un Emmy Award en 2008 et c'est amplement mérité pour ce qui est, je le rappelle, la toute première trilogie dans l'histoire de la série. Puisque non, la saga de la pluie de météores ne compte pas étant donné que c'est juste la même soirée avec différents points de vue. Mais je trouve quand même que 7 c'est limite trop bas dans le classement là. Mais bon, on va dire que le suivant me touche un poil plus. Mais c'est là que je me rends compte que c'est vraiment serré quand mon numéro 7 pourrait limite être numéro 3 sans problème. Mais bon, ne sautons pas les étapes. Numéro 6, Les armes c'est rigolo, saison 8, épisode 1. Ah, vraiment celui-là, je sais même pas combien de fois je l'ai maté. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un très grand fan de manga et d'anime, alors un épisode qui parle justement de ça, forcément j'étais obligé de l'adorer et d'en parler ici. Les enfants trouvent de véritables armes japonaises en se baladant à la foire de South Park et ils vont donc s'en servir pour jouer aux ninjas tels des personnages d'anime. Ils continuent leur jeu jusqu'à tomber sur le maléfique professeur Chaos et s'ensuit une bataille épique qui va vite tourner au drame quand Kenny va malencontreusement planter un shuriken dans l'œil de Butters, mais dans la vraie vie cette fois. Alors déjà, Butters a vraiment besoin d'être soigné, mais pire que tout, les enfants vont devoir trouver une solution pour ne pas que leurs parents apprennent qu'ils ont joué avec des armes. Alors je vais pas mentir, vous vous en doutez, si cet épisode est là, c'est surtout parce que c'est l'épisode de South Park qui rend le plus hommage aux animés japonais. Ça se sent que cette parodie est faite avec un véritable amour pour cette culture à laquelle je suis moi-même attaché, et c'est vraiment très drôle en plus de ça. J'aime beaucoup revoir ces scènes où ils se prennent pour les ninjas de Tokugawa, avec des graphismes dans le style animation japonaise qui encore une fois ont été réalisés en moins d'une semaine, et pendant la production de Team America qui plus est. Certains trouvent que ça a vieilli, mais perso j'aime beaucoup. Surtout en prenant en compte les conditions de production et aussi que ça date de 2004 quand même. Après c'est pas non plus le seul épisode qui parodie les animés japonais, c'est surtout celui qui le fait le plus et le mieux. On peut citer Chimpokomon qui pour le coup est antérieur, ou encore Puddin Sessu Kenny dans la saison 17 qui est évidemment bien plus beau graphiquement. Passage à la HD et level up graphique oblige. Après bien sûr, qui en repensant à Les armes c'est rigolo ne repense pas à cette formidable musique, cette parodie d'opening de toute beauté. J'ai nommé Let's Fighting Love qui arrive à allier des paroles improbables avec une musique pourtant si entraînante, comme les vrais openings au final. Butters aussi, putain Butters. Il y a tout ce qu'on aime avec le personnage dans cet épisode, encore plus vu qu'il est en professeur Chaos, et putain j'adore aussi Chaos. Il se fait blesser, pisser et chier dessus par des chiens, il manque de mourir à plusieurs reprises. Non franchement c'est un des épisodes où ce pauvre Léopold a le plus subi et souffert, et c'est après ce genre de passage qu'on apprécie davantage ses rares vengeances. On a vraiment pitié de lui et lorsqu'on rit ça vient faire appel à l'humour le plus noir que vous avez au fond de vous parce que putain c'est hilarant à quel point ce qui se passe est horrible. Puis aussi peut-être la meilleure chose de cet épisode, bah c'est juste des enfants. C'est une critique qui est souvent reprochée à la série ces dernières années, de laisser trop de place aux adultes alors qu'à la base les séries se concentrent surtout sur des gosses. Mais là c'est exactement ce qu'on attendrait d'une série critique et parodique qui adopte le point de vue d'enfants. On a juste affaire à des gamins qui jouent au ninja, et ça c'est cool bordel. Puis bien sûr la fin est géniale, enfin bref, tout est vraiment à un très grand niveau dans Les armes c'est rigolo. Numéro 5, 200 et 201, saison 14, épisodes 5 et 6.
J'ai dit que Piégé dans le placard était l'épisode le plus controversé de la série. Eh bien, j'ai menti. Alors, ça ne m'étonnerait pas que parmi vous, certains ne connaissent pas ces épisodes, puisqu'ils n'ont jamais été diffusés en France, ne sont pas doublés en français, et même sur les DVD américains de la saison, ils n'y sont pas. Donc pour ces deux-là, je vais pas trop m'attarder pour éviter de spoiler ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir ces bijoux, d'autant plus que j'ai déjà fait une vidéo qui leur est entièrement consacrée. Ça date un peu, mais ça se laisse toujours regarder. Mais bon, en bref, l'histoire est cool, le retour de certains personnages est jouissif à voir, et même en général, ce qui me fait surkiffer cet épisode, c'est le fanservice. Ce sont des épisodes spéciaux là pour fêter le cap des 200 épisodes, donc c'est normal. Mais en tant que gros fan de la série, autant de clins d'œil et de références aux épisodes classiques, ça pouvait que me faire adorer ces épisodes, et regretter qu'ils ne soient plus diffusés à l'heure actuelle. Vu que j'ai déjà fait un avis complet dessus, et que j'aimerais éviter de spoiler à certains de si grands épisodes, sachez au moins que rien que dans le synopsis, il fait déjà des références à au moins 3 épisodes que j'ai cités avant. Donc c'est bien pour dire que c'est vraiment un concentré de tout ce qu'il y a de mieux dans la série. Mais justement, en passant après ça, j'espère vraiment que l'épisode 300 à venir cette année ne va pas me décevoir. Numéro 4, Scott Tenorman doit mourir, saison 5, épisode 4. Et oui, 4ème, même pas premier comme sur la plupart des tops sur le net, avouez que ça vous étonne. Je comprends très bien pourquoi beaucoup de gens le prennent comme épisode préféré, mais pour moi, il aurait pu l'être si j'avais pas eu une petite préférence pour les suivants. Mais encore une fois, ça se joue à pas grand chose. Cartman annonce aux autres qu'il est le premier à devenir un adulte puisqu'il a ses premiers poils, synonyme de sa puberté. Mais en fait non, il s'est juste fait arnaquer par un collégien du nom de Scott Tenorman qui a réussi à lui refourguer ses poils pour 10 $. Cependant, celui-ci ne veut pas les récupérer et donc Cartman va passer par tout un tas de plans plus ou moins foireux pour essayer de récupérer son argent, puis de se venger purement et simplement de Scott. Bon alors, on est tous d'accord, dit comme ça a pas l'air incroyable, mais on sait tous que ce qui rend cet épisode si génial, c'est sa gradation constante qui aboutit à une des fins, si ce n'est la fin, la plus culte de toute la série. Je ne vais pas la spoiler, mais je pars quand même du principe que vous savez tous de quoi je parle, parce que si arrivé là vous n'avez toujours pas vu Scott Tenorman doit mourir, je sais vraiment pas ce que vous attendez. C'est sûrement un des épisodes les plus sombres, cruels et over the top de toute la série, avec un twist tel que c'est impossible de s'y attendre si on n'a pas été spoilé. Mais en plus de sa fin, le reste de l'épisode est vraiment excellent aussi, bien sûr. C'est un épisode moins politique que d'autres, mais en revanche il se rattrape sur les gags et les situations. C'est un cartoon des plus macabres comme vient le rappeler le tout dernier plan. Ce pourquoi il reste dans les annales, c'est surtout pour le personnage de Cartman, puisque oui, c'est un épisode quasi entièrement centré sur le petit gros. Déjà que le personnage en lui-même est génial, il n'aurait pas pu être aussi culte qu'aujourd'hui si à un moment donné il n'y avait pas eu Scott Tenorman. Il y a un avant et un après, et tout au long de l'épisode on observe cette évolution. Si vous regardez les sales coups d'Eric avant la saison 5, c'est surtout enfantin. Un petit gros qui est un connard avec tout et tout le monde, mais à part son sale caractère, il est pas si dangereux que ça, sauf dans de rares cas comme les handicapés vont-ils en enfer. Par contre, à partir de cette saison, on a eu le droit à de nombreux moments où Cartman est le pire connard, manipulateur, pervers narcissique et détraqué mentalement que la Terre ait jamais porté. Et tout ça, ça a été possible avec cet épisode de transition. C'est à partir de Scott Tenorman doit mourir que le personnage d'Eric dévoile toute son énormité. C'est à partir de Scott que vous pouvez vraiment commencer à le craindre. Si le stand d'après Cheeseburger est différent de celui d'avant, là aussi cet épisode marque un point de non-retour pour le jeune Eric Cartman, et c'est pour ça que cet épisode est si culte. Numéro 3, Kenny se meurt, saison 5, épisode 13. Ah là là, celui-là aussi je le connais par cœur, mais si je prends mon pied à le regarder, ce n'est pas pour l'humour comme dans Make Love Not Warcraft, ce n'est pas non plus pour l'aspect politique comme dans Piégé dans le placard. Non, là si celui-là me touche autant, c'est qu'il me rappelle que South Park est aussi une série qui arrive à transmettre un paquet d'émotions. Kenny est atteint d'une myopathie de Duchenne, une maladie musculaire rare et mortelle. Mais ce coup-ci, ce n'est pas un gag. Chacun de ses amis réagit différemment à sa maladie. Stan craque, Kyle essaye de rester fort, et par chance, Cartman est miraculeusement en possession de toute une cargaison de cellules souches qui pourrait bien sauver Kenny. Mais encore faut-il arriver à relégaliser les recherches dessus. Eric va donc se mettre en tête d'aller le demander au Congrès des États-Unis, mais pendant ce temps, l'état de Kenny ne va pas en s'améliorant. Cet épisode est triste. Ce n'est pas le seul à l'être, mais tous ceux pouvant être considérés comme tristes le sont à des degrés différents.
le retour du chef, la coupe Stanley... Je vais pas m'attarder sur les autres ici, j'en ferai une vidéo spéciale un de ces jours. Mais là où celui-ci sort du lot, c'est notamment parce que c'est le premier, mais aussi le plus représentatif de cette tendance qu'a South Park parfois d'émouvoir le public. Pour rappel, Kenny était avant cet événement mort dans pratiquement chaque épisode, et de manière gaguesque en plus. Alors... pourquoi là c'est différent? Pourquoi changer ça d'un coup et faire de cet épisode un épisode plus déprimant qu'autre chose? Alors, déjà, il y a bel et bien de l'humour dans Kenny Summer, mais il est plus rare, et surtout, ce n'est pas vraiment le même humour que d'habitude, la plupart du temps. On a bien la fin avec Cartman, qui est d'une certaine façon humoristique, mais encore une fois, pas vraiment comme on s'y attendrait. Et puis, le ressort comique principal ici, c'est bel et bien le fait que tout l'épisode tourne autour de la maladie de Kenny, alors qu'on a passé notre temps auparavant à le voir crever encore et encore et encore, sans pour autant s'en soucier. Pour une fois, rien n'est exagéré, ça paraît même trop vrai pour venir de South Park. Là, c'est traité avec beaucoup de sérieux et de réalisme, puisque pour le coup, Kenny est, spoiler, bel et bien mort à la fin de cet épisode, ou tout du moins, il l'est resté. Il l'est resté... oui, mais pendant une saison. C'est-à-dire que ça aurait pu théoriquement être le dernier épisode de Kenny s'il n'avait pas été ramené dans la chute du traîneau rouge à la fin de la saison 6. D'ailleurs, un autre point qui rend cet épisode d'autant plus génial, c'est qu'il a directement entraîné l'une de mes saisons préférées, à savoir justement la 6ème. Puisque grâce à Kenny Summer, on a ensuite eu l'épisode de Butters, dont j'ai déjà parlé, une partie de saison 6 où Butters remplace Kenny, ensuite une autre partie où c'est Twig qui remplace Butters qui remplaçait Kenny, et enfin toute une suite d'épisodes dont l'intrigue était directement liée à la mort de Kenny. Et des bons épisodes en plus, le plus gros connard de l'univers, ou encore une échelle pour aller au ciel. Pour revenir à l'humour, là dès qu'on a un gag, genre la recherche de fœtus, on revient direct après sur la tragique réalité de la maladie et ça fait toute la différence par rapport à l'humour habituel qui n'est que rarement rabaissé en dessous du drame. L'exemple typique de l'humour plein d'émotions et de mélancolie comme on en trouve dans cet épisode, c'est la scène où on demande à Kenny quel pourrait être son dernier vœu. D'ailleurs, une scène qui pourrait toujours me donner des frissons, c'est lorsque Cartman chante Heat of the Moment au Congrès américain. Franchement, c'est beau et la musique fait bien le taf. Même en français, je trouve que l'adaptation a été aussi assez bien gérée. Puis, j'adore Kenny, il est beaucoup trop sous-coté et c'est quand même chouette d'avoir un épisode sur lui une fois de temps en temps, même si là, c'est sûr qu'on l'a déjà vu en meilleure forme. Mais heureusement qu'il n'est pas resté mort, puisque certains de ces épisodes font également partie de mes préférés, que ce soit Le Coon ou même Planète Gronibar. En bref, on a parlé plutôt d'épisodes charnières pour Stan et Cartman avec État du trou du cul cynique et Scott Tenorman de mourir, mais celui-là c'est aussi un peu celui de Kenny, puisque c'est à partir de ce point que ces morts se feront de moins en moins fréquentes. Numéro 2, le Noël des petits animaux de la forêt, saison 8, épisode 14. Ah, encore un épisode excellent dont j'ai d'ailleurs déjà parlé en vidéo avec une review complète. Mais bon, pour celui-là, y a pas à dire, tout est absolument grandiose. On passe de l'épisode le plus triste à l'épisode qui est probablement le plus génialement débile et le plus absurde de la série. Un mystérieux narrateur vient nous raconter une sympathique histoire de Noël en cette période des fêtes. Stanley rencontre dans la forêt un petit groupe d'animaux qui se préparent à fêter Noël dans les meilleures conditions possibles, puisque Kipik, la porc épic, est sur le point d'accoucher du sauveur des animaux. Le garçon au bonnet rouge et bleu accepte de leur construire une crèche, mais il finit par apprendre que... spoiler, allez tout de suite à Steincott si vous n'avez pas vu l'épisode, genre vraiment... les Woodland Critters sont en fait des satanistes hardcore qui vont donner naissance à l'Antéchrist, et comme Stan a tué le puma qui était le seul à pouvoir les arrêter, le monde va bientôt connaître 1000 ans de ténèbres. Alors cet épisode c'est simple, c'est sûrement celui qui me fait le plus marrer de la série tellement on sent que les scénaristes étaient en roue libre totale et qui aurait pu donner un épisode affreux et décousu est finalement devenu l'un des tout meilleurs de la série. Et je connais personne qui me dirait le contraire. Tout est simplement épique dans cette parodie trash des contes de Noël, que ce soit les twists qui sont dans les meilleurs de la série, l'orgie dans le sang, les animaux en eux-mêmes d'ailleurs, l'avortement par des bébés pumas, Kyle, la fin, ou même cette musique quoi. C'est Noël une fois par an, et tout le monde est très content, animaux petits ou grands. Noël pour tous, c'est important. Je plains limite les enfants qui sont tombés dessus par hasard et qui n'ont pas pu comprendre toute son énormité. Et puis qui sont tombés par inadvertance sur le plus traumatisant de la série aussi. Enfin bref, j'en parlerai pas plus parce que je vous redirige vers la vidéo consacrée à l'épisode pour ce qui est de mon avis complet, mais aussi pour l'histoire derrière la création de cet épisode que je trouve particulièrement intéressante. Mais en tout cas, c'est vraiment un classique que je me remate minimum à chaque Noël et ça depuis pas mal d'années. Sûrement l'épisode qui me fait le plus rire et qui représente aussi le côté trash que j'aime tout particulièrement dans South Park.
Et enfin, numéro 1... Non, en fait, vous savez quoi ? Faisons d'abord un petit tour du côté des mentions honorables. Oui, parce que quand je vous ai dit au début que je n'allais me limiter qu'à 15 épisodes, j'ai un peu menti quand même. Je vais essayer de pas trop m'attarder, mais il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai encore envie de préciser. La mort. Alors, si je le mets en mention honorable, c'est parce que beaucoup des épisodes du classement viennent des mêmes saisons, et sans exception de saisons post-2000. Mais c'est pas pour ça que les toutes premières sont mauvaises, loin de là. Du coup, je parle de celui-là parce que la mort, c'est mon épisode préféré du tout début de la série. Il a été diffusé le millénaire dernier, mais même après tout ce temps, je le trouve toujours vachement cool. Medicinal Fried Chicken. Vous vous rendez compte que Randy est mon personnage préféré et que de tout ce classement, il n'y a que très peu d'épisodes dans lesquels il a un vrai rôle important? C'est là où j'ai compris à quel point c'était casse-gueule de faire cette vidéo, parce que j'adore du plus profond de mon être des épisodes comme La Fureur de perdre, Margaritaville ou Medicinal Fried Chicken, qui doit d'ailleurs être celui que j'ai le plus regardé de la série. Mais même si je les trouve incroyables, il était quand même pas au niveau de ceux que j'ai finalement gardés dans le classement. N'empêche que je pense toujours que la majorité des épisodes de Randy sont quand même des grands moments, et s'ils sont pas dans ce top 15, ils sont au moins minimum dans le top 30, en tout cas les meilleurs. Put It Down. Alors oui, cet épisode est génial, et il est probablement dans mon top 3 des saisons récentes, mais même si je l'aime, je sais pas si c'est parce qu'il est encore jeune, mais je le mettrai quand même pas dans mon top 15 personnel, vu que je suis de base pas plus touché que ça par le Krieg de toute façon. En revanche, je comprends parfaitement qu'il puisse être dans les préférés de pas mal de personnes, je dis pas le contraire. De la même manière, je voulais parler de Tegwilly Farm. Alors pour lui, c'est un peu pareil que pour Put It Down, il est méga récent, je dirais même tout nouveau puisqu'il vient de la dernière saison diffusée à ce jour. Je sais pas vraiment pourquoi, sûrement grâce à Randy, mais plus j'y pense, plus je surkiffe vraiment cet épisode. Pourtant, je suis même pas sûr qu'il soit objectivement le meilleur de sa saison, mais je peux rien y faire, je l'adore vraiment. Même si pareil, je pouvais pas le mettre dans ce top vu que je le considère comme encore trop jeune pour avoir sa place ici, bien sûr. N'empêche que c'est pas parce que les dernières saisons ne sont pas présentes dans le classement qu'elles sont mauvaises et n'ont pas de bons moments, hein. Très loin de là. Mais il y en a aussi tellement d'autres que je voudrais aborder. La trilogie du Black Friday, Tout sur les Mormons, le retour de la communauté de l'anneau des deux tours, Planète Grenibar, 1%, la meilleure gagneuse de Butters, Crève Hippie Crève, les Jefferson, Cartman Land, la mort d'Eric Cartman, Maternelle. Mais bon, le principe même de cette vidéo c'est de faire un choix, donc passons sans plus tarder à mon épisode préféré, ou plutôt mes épisodes préférés. Numéro 1, la trilogie du Coon, saison 14, épisodes 11, 12 et 13. Je pense que ceux qui me connaissent un peu savaient que j'allais mettre cette trilogie en premier, puisque j'en ai déjà parlé quelques fois. Les autres sont peut-être un peu surpris parce que même moi je suis d'accord pour dire que ce sont 3 très bons épisodes, mais qui ne sont quand même pas au niveau de ceux dont j'ai parlé avant. En tout cas, je crois que personne ne les aurait mis numéro 1 comme moi. Et autant j'ai eu du mal à départager certains autres, autant j'aurais pas pu me décider à mettre autre chose que cette trilogie en première place. Le Coon, ce fameux justicier à l'apparence de raton laveur, est de retour, mais ce coup-ci avec toute une équipe de super-héros, le Coon et sa bande, avec toute une flopée de nouveaux enfants, et même l'énigmatique Mystérion qui est de retour, ce coup-ci dans le camp du Coon. Leur premier objectif va donc être de faire leur taf, à savoir faire des bonnes actions, sauver les gens, etc. Malheureusement, le Coon verra en un autre héros nommé Captain Constat une concurrence déloyale. Il va donc essayer de le ramener dans la bande, quitte à faire des actions assez éloignées de la justice. Et pendant ce temps-là, la compagnie pétrolière BP est sur le point de causer une catastrophe planétaire. Alors, pourquoi mettre cette trilogie en numéro 1 ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a une place toute particulière pour moi, étant donné que c'est ces épisodes qui m'ont clairement rendu fan de South Park. Puisque oui, laissez-moi vous raconter une histoire qui date d'une période où j'étais encore bien jeune. Enfin, techniquement je suis encore jeune, mais je vous parle là d'une époque où je n'étais même pas encore en âge de comprendre toutes les blagues de South Park. Je veux parler de cette année très importante pour moi qu'a été 2011. En 2011, le Petit Maniaco, qui n'était même pas encore le Petit Maniaco d'ailleurs, puisque je porte ce pseudo depuis 2012 à ma connaissance, avait déjà vu quelques épisodes de South Park par-ci par-là, que ce soit le classique Cartman et le son d'anal, la cupidité de l'homme rouge, ou encore South Park est gay. Bien sûr, tous ces épisodes, je les regardais en cachette, mais un jour, je vis sur Game One une publicité annonçant la diffusion des derniers épisodes de la saison 14, inédits en France et même en VF. Et c'est justement cette fameuse nuit où étaient diffusés à la suite pour la première fois les épisodes Captain Constat et l'éveil de Mystérion
que quelque chose changea en moi. Bien sûr, à ce moment, je n'avais pas toutes les références, mais clairement quelque chose était né. Je me revois sur mon canapé à regarder ces épisodes diffusés pour la première fois en France et ça m'a paru tellement bien. Bien sûr, à l'époque, c'est pas l'aspect politique qui m'a le plus accroché, même si je sentais déjà ce ton satirique qui allait tant me plaire dans le futur. Mais bon, même sans ça, je vais essayer de mettre un peu de côté cette nostalgie parce que c'est aussi un très bon moment de la série. L'épisode du Kun est cool, les trilogies sont aussi très bonnes, alors en mélangeant harmonieusement et en plus en apportant des développements attendus depuis le début de la série, ouais, ça promet que du bon. Cartman est super ici, et déjà que la quasi-totalité de ses alter-ego sont vraiment chouettes, je trouve que le Kun fait partie de ses meilleurs, surtout ici où il se croit être le gentil tout du long, même lorsqu'il s'allie avec le seigneur démoniaque, sa sombre majesté Cthulhu. D'ailleurs oui, autre point, je trouve Cthulhu très cool, autant dans son design 3D que dans ses actions et son sound design. Ses quelques bruits, et même la chanson parodiant Totoro qui est vraiment super. Clairement, ça en jette de le voir là. Butter c'est sympa, même si peu présent au final, Captain constate aussi, même s'il n'est pas pleinement utilisé et qu'il se contente finalement d'être l'incarnation du Captain Obvious. Après il y a aussi toute la parodie des super-héros poussée jusqu'au bout dans l'anal du destin, mais également bien présente ici avec notamment la team de justiciers qu'on apprend petit à petit à connaître. Praline Menthe Cerise est lui aussi extrêmement fun, déjà parce que ça donne un vrai rôle principal à Bradley Beagle, qui à part ça n'a toujours été qu'un personnage de fond depuis le tout début. Son costume, son nom et ses pouvoirs semblent vraiment sortis de nulle part, mais c'est d'autant plus brillant avec le twist de fin. Et enfin, autre chose que j'ai surkiffé dans cette intrigue, Mysterion. Et oui, parce que même si on l'avait déjà vu une saison plus tôt, arrivé à la saison 14, l'identité de celui-ci n'était absolument pas déterminée, et ça n'était qu'à l'état de spéculation. Au final, Mysterion se révèle finalement être Kenny, et que c'est agréable de l'apprendre, ça et l'explication tant attendue à son apparente immortalité. Alors ça laisse bien quelques incohérences ici et là, mais franchement c'est super. Et puis tout le drame de ce personnage qui a vraiment des pouvoirs mais personne ne s'en souvient, combiné avec ses suicides répétés. Franchement, Mysterion est putain de beaucoup trop cool, bordel. Bref, elle a aussi quelques défauts sur lesquels je ne vais pas plus m'attarder, mais sans la trilogie du Kun, je serais assurément pas là ici à vous parler de South Park. J'aurais même pas commencé à vous parler de ma passion sur cette série à travers cette chaîne d'ailleurs, puisque cette passion est née grâce à ces 3 épisodes. Si je n'avais pas vu ce soir de 2011 le début de cette trilogie, que je n'avais pas ensuite fait mes recherches sur internet pour trouver la dernière partie, internet qui je le rappelle était quand même beaucoup moins fourni et accessible que maintenant, bref, si je n'avais pas vu ces épisodes à ce moment-là, la vidéo que vous regardez actuellement n'existerait pas. Toutes les vidéos que j'ai faites qui parlent de South Park n'existeraient pas, cette chaîne n'existerait même sûrement pas non plus, Maniaco n'existerait peut-être pas, et moi, je ne serais clairement pas celui que je suis aujourd'hui. Et rien que pour ça, merci la trilogie du Kun, merci Game One, merci l'équipe de l'AVF, merci Parker et Stone, merci South Park. Voilà. C'est bien gentil comme fin, mais ne partez pas tout de suite puisque j'ai encore la conclusion de toute cette vidéo et certaines observations à vous présenter. Oui, après faut pas se plaindre que je sorte de moins en moins de vidéos. Alors au final, si on met à plat les résultats et qu'on analyse un peu, on se rend compte que ces épisodes viennent souvent des mêmes saisons. Voilà donc à quoi ressemble le graphique final qui représente cette vidéo avec le nombre d'épisodes y figurant en fonction de la saison. On pourrait donc penser avec ces résultats que mes saisons préférées seraient les 5e et 8e. Et en effet, elles en font partie, mais en réalité ça ne montre qu'une partie de la réalité, puisque je peux compter certains épisodes d'une saison comme mes favoris, mais être plus froid vis-à-vis des autres de la saison, alors que je peux au contraire adorer quasiment tous les épisodes d'une autre saison, mais sans pour autant qu'ils figurent dans ce classement. Et c'est le cas pour la saison 8 qui arrive déjà en tête du classement avec ses 3 apparitions, mais le fait est que j'adore également la globalité de cette saison, je la placerai bien supérieure aux autres. Par exemple, la saison 14 est aussi une de mes préférées, mais le top ne lui rend pas vraiment justice, puisqu'il n'y a que 2 épisodes de celle-ci dans le classement, alors que j'aurais pu en mettre bien d'autres. Encore plus flagrant, les saisons 12, 13 ou encore 19 font partie de mes favoris, et pourtant ils n'apparaissent même pas, alors que la 11, que je trouve pas spécialement incroyable dans son ensemble, figure dans ce top 15. Tout ça pour dire que ce classement se base simplement sur les épisodes individuellement, et que tirer des conclusions à partir de ces données n'est pas forcément très concluant.
Après on peut aussi noter que parmi les 15 épisodes que j'ai sélectionnés, la grande majorité sont des épisodes qui se concentrent en moins en partie sur les enfants, ce qui est de plus en plus réclamé depuis quelques années puisque les adultes ont commencé à prendre une part trop importante de la visibilité, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et c'est sûr qu'il apparaît évident que les épisodes sur des enfants faisant des trucs d'enfants sont parmi les plus appréciés et les meilleurs de la série. Aussi, j'ai mis pas mal d'épisodes dans plusieurs parties, ce qui est normal puisque c'est ce format qui nous offre le plus de développement, et je trouve que c'est un format qui va très bien à South Park. Puis vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'épisodes qui ont plus de 8 ans parmi ces 15, ce qui veut donc dire que je pourrais sûrement sortir un jour un top se concentrant uniquement sur les saisons récentes, parce que je vois pas pourquoi elles seraient toujours mises de côté. Enfin, pour finir, je rappellerai encore une fois que j'ai déjà fait des reviews sur certains de ces épisodes, et que les autres auront la leur un jour sur la chaîne, ça me semble évident. D'ailleurs, la prochaine review sera sur un épisode de ce classement, alors je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est probablement celle que j'ai eu le plus de mal à écrire, même plus que pour la vidéo sur l'homosexualité dans la série, parce que comme dit dans l'intro, c'est vraiment compliqué de faire un choix, et ce qui était à la base un top 10 a fini en top 15, avec même des mentions honorables. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de l'écrire, ça m'a rappelé toute la passion que j'ai pour South Park, et je suis fin prêt à profiter de la 23e saison qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Enfin, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. N'hésitez pas à l'aimer et la partager, ainsi qu'à mettre votre propre top dans les commentaires si vous avez la foi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde. Salut!